Bienvenue dans ce 14e épisode des vérités interdites du Baron Sinistre. Les vampires, la vérité derrière la peur humaine du sang des morts et des malades. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à partager, republier, commenter. Ça nous aide énormément et vous ne manquerez aucun des prochains épisodes. Bien, j'ai assez parlé. Je vous laisse avec le Baron. Bonne écoute. Bonsoir, Vermine. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Vérités interdites de votre serviteur. Nous entrons à presque 30 jours d'Halloween. J'adore cette période! Tu peux pas savoir. Nous allons donc, à partir de cette semaine et jusqu'au 31 octobre, revenir au fondement même des créatures qui fascinent. Par exemple, en commençant par les vampires. Mais oui, les vampires, d'Orlok à Dracula en passant par Edward Cullen. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, pour célébrer cette Halloween, j'ai ressorti de mes archives une web-série que nous avions tournée dans les années 2010. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube, dans la playlist web-série. Car vous connaissez Dracula et les autres. Mais est-ce que vous connaissez le baron Balsifer, gouverneur de Transylvanie, survivant d'as des purges de l'Église catholique? Il règne au XVe siècle avec son épouse Anya. La Sainte Église apostolique catholique romaine envoie alors Abraham von Helsing, c'est une famille, un parent éloigné du plus connu, et le moine Paco de Torquemada, afin d'essayer de les exterminer. C'est une web-série humoristique, un peu au format Kaamelott. Dans un épisode de 3 à 5 minutes, vous suivez la vie des vampires, et dans l'épisode suivant, la vie des aventuriers qui viennent les chasser. Il y a 17 épisodes disponibles gratuitement sur YouTube, sur la chaîne Le Baron Sinistre. Alors allez vous abonner à YouTube, qu'attendez-vous? Netflix n'a qu'à bien se tenir. C'est un mini Netflix du macabre et de l'humour noir, finalement, mon univers. Alors venez, abonnez-vous sur YouTube, et si vous m'écoutez sur Spotify, Deezer, Amazon Music, Audible, mettez 5 étoiles. J'adore les étoiles. En tout cas, je vous offre Balsifer pour Halloween. Bien. Ce qui vous intéresse, mes petites vermines, ce sont les vampires. Nous verrons la semaine prochaine Frankenstein, ou plutôt le monstre de Frankenstein, la créature, puis le loup-garou, bien sûr. Bien. Revenons-en à l'épisode du jour. Ce soir, nous allons parler de sang, de canine, de peur et d'un mythe tenace et d'une réalité vivace, car certaines créatures vampiriques existent bel et bien, et vous aurez beau vous tartiner le fion avec de l'ail, elles vous suceront quand même tout votre sang. Commençons. Fermez vos volets, serrez vos crucifix, car cette nuit, nous abordons un monstre dont l'ombre s'étend depuis les Carpates
jusqu'au lycée américain. Le vampire. On le nomme Strigoi en Roumanie. Plus exactement, Nosferat en Transylvanie. On l'a appelé Lord Ruthven ou Ruthven, aucune idée, tiens, à Londres. Mais plus souvent, Dracula dans toutes les bibliothèques. Et Edward Cullen dans les chambres d'adolescents et d'adolescentes aux hormones travaillantes. C'est dire si cette créature a voyagé, si cette créature a changé de visage, et même changé de régime alimentaire. Mais derrière la cape et les crocs, il y a bien plus. Il y a des superstitions rurales, des maladies bien réelles, des rituels funéraires étranges et surtout une créature littéraire qui a envahi vos rêves comme vos écrans. Alors approchez, n'ayez crainte. Je n'ai jamais mordu personne sans prévenir. Commençons par les peurs folkloriques. Car avant d'être un aristocrate élégant, le vampire était un paysan en haillons, un loqueteux, un voisin mort depuis peu. En Roumanie, on craignait les strigoi, des revenants souvent issus de la famille même, qui sortaient de la tombe pour harceler les vivants, épuiser les bêtes, provoquer les maladies. On aurait pu croire Gérard Depardieu, mais ce n'était pas encore lui. Dans les villages, on accusait parfois un défunt mal enterré. On déterrait le corps. On découvrait du sang frais à sa bouche. Simple effet de décomposition, mais pour les villageois crédules de l'époque, c'était la preuve qu'il avait bu vos veines dans la nuit. Évidemment, en Roumanie vampire, on connaît la chanson. Alors, vous allez me dire, fais-nous voyager, baron. Ok, on voyage. En Grèce antique, on parlait de l'Amiès et des Empuses. C'étaient là des démons féminins qui séduisaient les hommes avant de les vider de leur force vitale. En leur suçant le sang, hein, Léa? On se calme tout le monde. Coquin. Et dans la tradition juive, c'est Lilith qui boit le sang des nouveau-nés. Bref, le vampire, c'est avant tout le symbole du mort qui refuse de rester mort. Et les vivants, eux, tout au long de l'histoire, inventèrent des solutions un petit peu radicales. On enterrait les cadavres face contre terre. En effet, ainsi, on pensait que s'ils voulaient sortir de leur tombe, comme des teubés, ils allaient gratter pour aller vers l'extérieur. Mais pas de bol, coco, cocotte, t'es enterré à l'envers, donc tu vas creuser et tu vas creuser dans la mauvaise direction et t'enfoncer un petit peu plus en direction des enfers. On glissait également une pierre dans leur bouche pour les empêcher de mordre. Et bien sûr, le pieu dans le cœur, la décapitation, parfois même le bûcher après tout cela. En 1725,
Le cas réel de Petar Blagojevich en Serbie fit scandale. On exhuma son corps, jugé trop frais, avec du sang à la bouche. On le perça d'un pieu. Les médecins militaires autrichiens confirmèrent: oui, il existe des vampires. C'était con. Enfin bon, mes chers spectres, voilà quand même un rapport scientifique qui vaut son pesant de gousses d'ail. Mais essayons de voir un petit peu la science derrière les mythes. Ici, nous allons devoir quitter un instant l'univers des contes pour parler de médecine. Eh oui, aussi impressionnant soit-il, la naissance des mythes sont souvent prosaïques. Connaissez-vous la porphyrie? La porphyrie est une maladie rare du sang. Elle empêche l'organisme de produire correctement l'hémoglobine, cette protéine qui transporte l'oxygène. Pour vous la faire court, vous n'avez pas d'hémoglobine, vous n'êtes pas vivant. Résultat, les gens atteints de porphyrie ont la peau ultra sensible. À la moindre lumière, ils ont des brûlures, des cloques qui apparaissent sur leur peau. Les malades de porphyrie fuyaient donc le soleil. Mais la porphyrie déforme aussi le visage. Les gens atteints de cette maladie ont les gencives qui se rétractent et ça laisse apparaître des dents plus longues. Et surtout, c'est très impressionnant au niveau des canines. Et les gens atteints de porphyrie ont aussi une coloration rougeâtre des dents et des lèvres. Les gens atteints de porphyrie ont des crises infernales de douleur, ce qui rend le malade irritable et parfois même violent. Et détail croustillant, ou plutôt, devrais-je dire juteux, certains, pour compenser la carence en fer, pensaient qu'il était bon et sain de boire du sang animal. À certaines époques, les malades de porphyrie s'abreuvaient du sang frais, parfois de chèvre ou alors de bœuf. De quoi renforcer la réputation du vampire et l'exclusion sociale. Imaginez-vous donc un voisin pâle qui brûle au soleil, qui boit du sang de poulet pour se soigner, dans un village superstitieux du XVIIIe siècle. Inutile de te préciser qu'il finissait accusé d'être un monstre nocturne suceur de sang. Mais il y a d'autres maladies qui ont inspiré les vampires célèbres. La rage, elle se transmet comment? Exactement, par morsure. Elle provoque des comportements violents, une peur de l'eau, l'hydrophobie, et une salive écumante. Voilà un portrait qui ressemble drôlement à celui d'un vampire incontrôlable, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la tuberculose. Savez-vous que on appelait parfois cette maladie le vampire, elle-même la tuberculose, ou la vampire, car les victimes dépérissaient, maigrissaient, toussaient du sang, et la contagion énorme, à une certaine époque, donnait l'impression que des familles entières étaient en train d'être vidées de leur sang par un revenant.
Chez vous, mortels, Homo sapiens, les vampires sont plus mythiques qu'autre chose. Mais dans la nature qui vous entoure, ça n'a pas arrangé vos croyances. Car oui, certains membres du règne animal sont hématophages. Hématophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent exclusivement de sang. On va pas leur proposer des chips, ils vont pas en vouloir. Du sang. Il y a les chauves-souris vampires d'Amérique du Sud. 3 espèces capables de se nourrir uniquement du sang du bétail. D'ailleurs, il y aura un corollaire plus tard dans l'histoire. Chauve-souris, vampire, toi-même tu sais. Mais si la chauve-souris vampirique est l'animal qui vous vient le plus souvent, peut-être quand on parle de vampire, en fait, vous avez très peu de chance, à moins si vous vivez dans le coin, de la côtoyer, et elle s'attaque très très rarement, pour ne pas dire jamais, parce qu'on ne peut jamais exclure un incident, mais à des êtres humains. Par contre, tout près de chez vous, que vous soyez au Canada, que vous soyez en France, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Belgique, en Europe globalement, enfin partout, des vampires, vous en côtoyez plein. Les moustiques, les sangsues, les tiques et autres charmantes bestioles. Il y a aussi les lampées. Ce sont des poissons parasites qui se fixent aux chairs et aspirent le sang de leurs victimes. Alors, si Mère Nature elle-même produit des vrais vampires, comment diable voulez-vous qu'un paysan roumain de la fin du XVIIIe siècle doute de leur existence? Passons à présent au XIXe siècle pour aborder le thème de la littérature, car finalement c'est la littérature qui a marqué les esprits et qui a rendu le vampire populaire. Parce qu'avant d'être, que ce soit Dracula, Edward Cullen ou Orlok, le vampire n'était pas du tout une star. C'était une peur solidement ancrée dans les traditions et croyances de plusieurs villages. Aujourd'hui, même si vous êtes passionné par cela, peu d'entre vous pensent certainement que Dracula va demander à entrer par la fenêtre. Eh bien, ces personnages, surtout The King of Vampires, ce qui n'est pas correct, on devrait dire Vampires King, mais ne me lance pas sur l'anglais. Dracula. On pense souvent que c'est lui qui a popularisé le vampire, qui a rendu le vampire littéraire même. Dracula, œuvre de Bram Stoker, s'il en est. Eh bien non. Ce n'est pas le premier vampire, et lui-même s'inspire d'autres vampires qui l'ont précédé. Et vous, des caractéristiques que vous prêtez à Dracula, par exemple, mourir au soleil, avoir peur des gousses d'ail, ce sont des choses qu'il n'y a pas dans Dracula. Dracula pouvait te bouffer des gousses d'ail en camping sous le soleil, il allait très bien, il n'allait pas mourir. Reprenons cette construction mythique du vampire. En 1819, John Polidori écrit The Vampire, le vampire. Le bilinguisme. On y découvre Lord Ruthven,
un aristocrate froid, séducteur et destructeur, inspiré de Lord Byron. Premier vrai vampire de la littérature moderne. En 1845, Varney the Vampire, Varney de vampire, est un feuilleton populaire interminable, où le vampire est déjà noble et tourmenté tout autant que nocturne. En 1872-1872, Sheridan Le Fanu, Carmilla. Là, on est face à une vampire sensuelle qui séduit une jeune femme. Oui, Vermine. Déjà du vampirisme lesbien au XIXe siècle. Parce que ça a toujours fait fantasmer le patriarcat, le contraire moins, donc forcément, ce n'est pas le moment de parler de ça. Ce n'est qu'en 1897, en 1897, que Bram Stoker arrive avec Dracula et son apogée gothique. Dracula est un noble transylvain, inspiré très vaguement de Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur. Mais attention, quelques précisions, je vous l'ai dit. Chez Stoker, le vampire n'explose pas au soleil. Il s'affaiblit quelque peu. Il perd ses pouvoirs. Mais il n'est pas réduit en cendres. Dans le roman de Dracula, La peur de l'ail, il s'en fout des gousses d'ail, le comte Dracula. C'est la fleur d'ail qui lui est nocive et funeste. Eh oui, la fleur, c'est plus délicat, c'est plus victorien. Et aussi, Dracula n'a pas d'obsession pour les miroirs. Ça, c'est une invention ultérieure. Bref, Stoker n'a pas inventé le vampire, il l'a cristallisé. On en dira ce qu'on voudra, Dracula, c'est Dracula. Il n'y a pas un vampire plus connu que lui. Mais c'est au cinéma que le vampire devient l'immortel que vous vous imaginez. En 1922, Murnau a envie d'adapter Dracula au cinéma. Sauf que le mec n'a pas le droit de le faire parce qu'il n'obtient pas les droits d'adaptation. Penses-tu qu'il va se décourager? Au contraire. Finalement, Dracula, ce n'est que l'histoire d'un comte suceur de sang dans un château. Il va changer les noms. Le comte Dracula devient le comte Orlok et va naître peut-être le deuxième vampire le plus mythique au monde, Nosferatu ou Nosferatu. D'ailleurs, dans son film, il va ajouter une nouveauté capitale. Le comte Orlok sera vaincu par la lumière du soleil. C'est lui qui va instaurer ce cliché vampirique. Cliché complètement absent chez Stoker. Dracula est immunisé aux rayons du soleil. Par contre, ces derniers détruisent le comte Orlok. En 1931, l'acteur Bela Lugosi incarne Dracula. Alors, ça ne vous dira pas grand-chose, hein. Les fans de la première heure sont tous morts, mais le personnage est une icône. Cap, accent hongrois, aristocrate charismatique. Ça devient le modèle canonique du comte Dracula. Dans les années 50, 70, 70, la Hammer Films va demander à un autre acteur, alors
alors moi, chez vous, mortel, cet acteur, je l'adore. J'ai encore pris d'ailleurs oui, j'ai pris un thé avec lui. Il est très british. Oui, parce qu'il est mort, malheureusement, il y a quelques années. C'est Sir Christopher Lee. Il va incarner un Dracula plus violent, plus sensuel, parfois même sadique. Bien sûr que vous connaissez Christopher Lee. C'est Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. C'est le comte Dooku dans Star Wars. Ben avant, c'était surtout l'un des Dracula les plus mythiques du cinéma. Dans les années 90, dans les années 90, va arriver Anne Rice. Entretien avec un vampire. Là, les créatures deviennent mélancoliques, sexy, philosophiques et charismatiques. T'as presque envie de te faire mordre. En 2000, dans les années 2000, on va encore plus loin. Twilight. Alors, grosse catastrophe pour les fans de vampires sinistres, mais un mythe, ça se réinvente. Oui, parce que Twilight, on s'éloigne beaucoup de Dracula et d'Orlok. On a Edward Cullen. Ce mec est un canon sans nom. On mouille de partout. Et, c'est un beau mec, quoi. Alors, avec Edward Cullen, on est parti. Dracula est devenu un adolescent séducteur, protecteur, vivant en famille, se nourrissant de biches, de brebis, de chevreuils, de ce qu'il peut trouver, qui ne touche pas aux humains. Ils font des parties de baseball entre eux. Et il est végétarien. Végétarien, pour eux, c'est pas boire de sang humain, ce qui est déjà pas mal. Donc, on est passé du pieu sanglant au pique-nique en forêt, et surtout, ce qui a d'ailleurs choqué le plus les gens, je crois, qui sont des aficionados du vampire classique, c'est quand Edward Cullen fait face au soleil et que ça devient une boule à facettes. On n'a pas bien compris l'idée, mais pourquoi pas ? Personne n'a de propriété sur les mythes, sur ce que les humains décident d'en faire. Votre espèce a le droit de réinventer autant de vampires qu'il n'y a d'imagination pour les créer. Mes chères vermines, voilà où mène l'évolution d'un mythe. Du Strigoi, buvant le sang de ses voisins, à Edward Cullen, qui se dévore les lèvres plutôt que de mordre celle dont il était pris. Dont il était pris, c'est dont il est amoureux. Non, parce qu'on m'a fait la remarque, apparemment, parfois le vocabulaire de votre cher serviteur le baron était un peu trop complexe. Je vulgarise au maximum. N'hésitez pas à lire des livres de temps en temps. Mais qu'on passe de Strigoi à Edward Cullen, qu'à peu près toutes les adolescents ou adolescentes voulaient mettre volontairement dans leur lit, c'est ce que j'appelle la régression de la peur. Même moi, je fais pas mieux quand je dois m'occuper des peurs humaines. Donc, le vampire est une créature totale. Dans le folklore, il est la peur du cadavre qui revient. C'est une peur qui hante l'humanité depuis qu'elle est humanité et qui a pris des formes innombrables, vampires, zombies et j'en passe. Dans la science, il est la métaphore de maladies effrayantes, porphyrie, rage, tuberculose. Dans la nature, les créatures vampiriques existent réellement, mais elles sont beaucoup moins impressionnantes. Les moustiques, chauves-souris, les sangsues. Moins impressionnantes, mais beaucoup plus dangereuses. Dracula, à ce que je sache, ne fait pas beaucoup de morts par an. Les moustiques, c'est la première cause de mortalité des êtres humains. Enfin, le premier prédateur des êtres humains. Ah oui, parce qu'on se la pète, aller se battre et aller détruire l'environnement, mais un truc qui est pas plus gros qu'un poil de cul décime des milliers d'entre vous
tous les ans. Alors, dans la littérature, le vampire est devenu un aristocrate séducteur maudit. Oui, parce que les Strigoi, c'était quand même vachement moche, hein. On n'avait pas envie de les embrasser. Et dans le cinéma, il a pris 1000 visages du cadavre d'Orlok. Très moche aussi, d'ailleurs, hein. C'était pas non plus le gars glamour, hein. Au romantique de Rice, jusqu'au lycéen scintillant. Et le vampire, c'est cyclique. Il est à la mode, il passe de mode, il revient à la mode, avec la série et le film excellent What Do We Do in the Shadows? Qu'est-ce que nous faisons dans les ombres? On suit un trio truculent de vampires, une cohabitation de vampires excellentissime. Il y a aussi la série de livres The Strain de Del Toro, adaptée en série, excellente série, qui vous prouve que on peut s'approprier les mythes de 1001 manières, et c'est ce qui fait la richesse du monde. Créez vos propres vampires. S'il n'y avait que Dracula, à la fin, on connaît l'histoire. Mais, à travers tout cela, le vampire, quel qu'il soit, garde la même fonction. Car le vampire, qu'est-ce qu'il caractérise? La peur et le désir. La peur de la mort, le désir d'immortalité, la peur du sang versé, le désir du sang partagé, la peur du corps profané, le désir du corps donné. Le vampire est ce miroir cruel qui vous renvoie votre fragilité et vos fantasmes d'éternité. Alors, mes chères vermines, la prochaine fois que vous verrez une ombre fuir le soleil, souvenez-vous-en, ce n'est peut-être pas un passant pressé, c'est peut-être un Strigoi, un Ruthven, un Varney, un Dracula ou un Orlok qui rentre chez lui avant qu'il ne soit trop tard. Mais rassurez-vous, votre serviteur veille. Sous la lune froide, le silence frémit, un souffle s'élève, l'ombre s'épaissit, les morts se lèvent, les crocs s'aiguisent, le sang appelle à l'éternelle nuit. Strigoi maudit, légendes anciennes, corps exhumés, rumeurs païennes, de Ruthven à Dracula. Je poursuis les siècles de soif, les siècles de cris. Je suis le vampire, buveur d'infini, seigneur de l'ombre, maître des nuits. Sous l'œil du baron sinistre je grandis, car nul ne survit. Quand j'ai choisi Porphyrie pâle, soleil assassin, je bois le sang pour calmer ma faim. Chauve-souris et bête du soir, tous mes cousins se repaissent d'espoir. Je suis le vampire, buveur d'infini, seigneur de l'ombre, maître des nuits. Sous l'œil du baron sinistre grandit, car nul ne survit. Quand j'ai choisi Orlok périt dans l'aube funeste, Twilight
Night m'a réduit en romance céleste, mais dans vos veines, toujours je règne, festin sans fin. Éternelle peine. Je suis le vampire, maître de vos vies. Un cri dans la tombe, un souffle qui fuit. Et tant que la nuit couvrira vos cris, le baron sinistre veille sur mes abîmes.